Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et nous sommes avec Klaus Kinzler que nous avions reçu le 14 décembre dernier, la veille de sa suspension par Sciences Po Grenoble. Vous êtes enseignant en histoire et civilisation allemande donc à Grenoble et vous avez publié L'islamo-gauchisme ne m'a pas tué aux éditions du Rocher. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour Klaus Kinzler. Merci de m'accueillir. Écoutez, merci d'être là parce que vous êtes une de ces personnes, effectivement, à l'insu de son plein gré et au corps défendant, qui a été une des victimes, de cette espèce de... Allez, on parle pas un peu partout. D'ailleurs, on l'a vu dans le Covid, on le voit en Ukraine, pour des raisons diverses et variées, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais il y a à un moment donné des faits, il y a des choses qui se passent, et puis il y a toute cette interprétation, c'est pas nouveau, hein, ça existe depuis des siècles, mais cette interprétation qui, aujourd'hui, avec la capillarité de l'information, des réseaux sociaux, des médias, des 400 000 médias, tourne à une espèce d'hystérie collective qu'il faudrait quand même apporter un peu de calme et mettre en perspective. Alors, je rappelle que vous avez été effectivement suspendu. Vous étiez depuis 26 ans professeur d'allemand, de langue et de civilisation allemande à l'IEP à Sciences Po Grenoble. Et puis voilà, un jour, effectivement, d'ailleurs... pas peu de temps après l'assassinat de Samuel Paty, c'est pas très loin tout ça, eh bien vous avez fait des cours et vous avez été nommément, vous avez été affiché fasciste, islamophobe, etc., par un syndicat étudiant. Et l'intérêt de cette histoire, c'est qu'au lieu de vous défendre, un certain nombre de votre hiérarchie a préféré effectivement vous suspendre. Je ne sais pas si on peut appeler ça un munique, on peut appeler ça, je ne sais pas. Mais enfin, il y a ce côté de beauté en touche qui est quand même assez gravé. Vous avez écrit ce livre très intéressant que je recommande à nos lecteurs. L'islamo-gauchisme ne m'a pas tué, heureusement, il ne tue pas tout le monde, mais quand même, il y a ce problème qui est posé partout de cette liberté d'expression. Alors, Klaus Kinzler, vous racontez toute l'histoire avec les mails, avec ce qui a été échangé, avec les communiqués, et ce qui ressort de votre livre, et je vous dis, ça se lit vraiment comme un roman d'aventure, sauf que c'est un roman vrai, et que les aventures sont vraies. Il ressort quoi? Que au fond, pour défendre la liberté d'expression, c'est le courage qui compte le plus. Vous avez tapé juste, je pense, avec cette première question que vous me posez. Si j'ai écrit un livre et si je n'ai pas arrêté depuis 1 an à être hanté par cette histoire-là, c'est qu'elle a déclenché en moi aussi une réflexion qui n'a jamais cessé depuis sur le fonctionnement d'une histoire comme ça. Ouais. Le mot lâcheté que vous venez de prononcer m'est revenu souvent à l'esprit. Bon, c'est pas une réponse de dire lâcheté, c'est le début d'une réflexion. Mmh. Et moi, j'ai 35 ans de carrière de prof. L'histoire allemande, avec ses chapitres extrêmement noirs, a occupé une partie considérable dans cet enseignement. Bien sûr, c'est pas exclusif, mais j'ai même pendant des années fait un cours d'histoire, réflexion sur l'histoire, et la lâcheté est un concept dont on a besoin pour comprendre comment des catastrophes de l'humanité peuvent se produire. Sans la lâcheté, ça ne se produit pas. Et là, maintenant, de la lâcheté, je l'ai pu observer, non pas dans un drame de l'humanité, mais dans un microcosme, dans un biotope. Dans un écosystème. Dans un écosystème extrêmement... je conseille aux gens aussi de lire le livre parce qu'ils découvrent ce genre d'écosystème qu'on ne croit même pas possible en tant que citoyen normal. Non, mais qui existe partout. C'est-à-dire que ça peut arriver, enfin partout. Peut-être à l'école et à Sciences Po Grenoble, c'est plus spécial. Mais enfin, je veux dire, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que ça peut arriver, je ne dis pas à n'importe qui, mais ça peut arriver à un certain nombre de gens qui se retrouvent piégés par cela. Bon, le milieu universitaire s'y prête particulièrement. Pourquoi, à votre avis? Parce que c'est un monde où vos actes ont rarement des conséquences. Vous voyez, vous faites je dis grossièrement, des conneries dans une entreprise privée, vous finissez par perdre votre boulot.
Absolument. Dans l'université, c'est un système... On ne le perd pas. Au moment où vous commencez à faire pipi dans le coin d'une salle de cours, peut-être vous avez des problèmes. Ou vous dites je sais pas, vous faites des remarques sexistes aujourd'hui, où vous dites que l'islam peut parfois avoir ses côtés un peu compliqués. Là, vous risquez peut-être gros, mais théoriquement, tout ce que vous faites ne porte pas à conséquence. Et donc, même si vous ne respectez pas le droit, si une petite minorité, comme ça s'est produit à l'IEP, abolit l'état de droit à l'intérieur de ce microcosme, ça marche, ça passe comme une lettre à la poste. Et par une alliance d'enseignants-chercheurs qui subtilement utilisent les idiots utiles d'étudiants extrémistes pour interdire, en fait, un prof qui tout simplement a voulu faire son travail, confronter les étudiants à des arguments qu'ils n'ont pas l'habitude dans notre institut d'entendre, et voilà. Et donc, ça c'est... Bon, on revient sur la lâcheté. Pourquoi c'est possible ? Pourquoi ? Et je veux vraiment répéter une fois de plus, l'IEP, tout le monde n'est pas comme ça. Hein, c'est une minorité. Bon, mais comme dans les grandes catastrophes de l'humanité aussi, c'est jamais les Allemands, la majorité des Allemands qui ont souhaité le génocide. En 1910, l'Allemagne n'était pas nazie. Hein, en Absolument 1920, pas. voilà. Non. Et la Russie n'était pas bolchevique non plus au départ. Évidemment non. Minorité agissante. C'est toujours dans l'histoire des minorités. Mais cette minorité a besoin de la passivité, de la passivité de la majorité. Et nous, on a peut-être 20%, 15%, j'en sais rien, d'extrémistes parmi les enseignants-chercheurs. Et peut-être le même taux parmi les étudiants. Il y a une grande majorité de modérés qui en ont marre. Mais ils n'osent pas. Parce qu'aujourd'hui, on a aussi les réseaux sociaux, vous pouvez plonger les gens dans la dépression, parce que sur les réseaux sociaux, on vous traîne dans la boue, on vous traite de violeurs, c'est très très courant chez nous, ou alors de fascistes, etc. Vous devenez impossible. Et bon, il y en a plusieurs cas que je connais même à l'IEP, qui depuis un an ont quitté l'IEP dans une grosse dépression, parce que vous êtes démunis. Hein. Mais bon, pourquoi la majorité quand même n'arrive pas ? On va en parler juste après cette petite pause. Claude Kisler, c'est vrai, c'est le problème essentiel, en tout cas un problème central, et qui nous concerne tous. Et je suis témoin pour avoir échangé plusieurs fois avec vous. Vous n'êtes pas un méchant fasciste et vous pouvez appeler Klaus Kinsler jusqu'à 14h au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul, hein. Klaus Kinsler aussi, il vient d'écrire un livre que je vous recommande, L'islamo-gauchisme ne m'a pas tué, aux éditions du Rocher. Il paraît demain en librairie. Et Klaus Kinsler, justement, le sous-titre, c'est un enseignant défend la liberté d'expression. Mais justement, on a commencé à en parler, ça va presque, je ne dirais pas au-delà de la liberté d'expression, c'est toujours sous le nom de la liberté d'expression et à l'honneur de la liberté d'expression. Mais au fond, ce microcosme dont vous parlez, en l'occurrence les Sciences Po Grenoble, l'IEP Grenoble, est quand même une espèce de, je dirais, presque de miroir, de feuille de température de ce qui se passe dans certains pays. Quand on commence à dire, ah oui, là, vous avez le droit d'aller, mais jusque-là, après, vous parlez d'Orwell, évidemment, qui ne peut ne pas parler d'Orwell en ce moment sur presque tous les domaines. Mais qu'est-ce qui a fait pour vous que le fait que, par exemple, une minorité d'étudiants, on en parlait avant les informations, qui ont dit non, ça ne va pas du tout, etc., je voudrais qu'on reparle de la passivité. Qu'est-ce qui fait que, justement, les 75% ou les 85% d'étudiants, d'enseignants, de chercheurs, etc., disent oui, écoutez, oui, c'est très bien, mais on ne veut pas de problème. Le pas de vague qui est le mot d'ordre, en tout cas, beaucoup de professeurs nous ont dit, de l'université, souvent. Bon, il y a deux choses. Le pas de vague, ça concerne la hiérarchie, hein, qui a essayé de taire tout ça. Parce que sinon, on aurait vu à quel point elle a failli à ses obligations de mettre de l'ordre à l'IEP, où il y avait des dysfonctionnements et des dérives qui allaient vers ce qui est arrivé le 4 mars dernier, et qui n'a pas agi.
Après, la lâcheté, c'est un grand mystère. C'est pas le pas de vague, c'est la peur. Et les inspecteurs généraux, dans leur rapport au mois de mai l'année dernière, avaient décrit ce climat de peur, cette atmosphère délétère, où tout le monde, disons, plus personne a osé dire ce qu'il avait à dire. Donc ça dure depuis 1 an et demi, peut-être 2 ans, et ça perdure. Je peux vous en dire. Je peux vous en dire tout de suite si vous voulez me donner l'occasion. Et là, c'est pas moi qui affirme. Il y a le Point, les confrères du Point ont publié des documents de réunions pédagogiques des profs qui sont pas mes amis, de l'IEP. De l'IEP Grenoble. De Grenoble, qui décrivent actuellement, au mois de janvier de cette année, 1 an après ce qui s'est passé, c'est ça, oui. ils décrivent qu'il y a toujours une atmosphère de peur, une atmosphère délétère à l'IEP. Il y a toujours des harcèlements en ligne faits par les étudiants extrémistes qui sont toujours là, bien sûr. On les a pas virés, comme on aurait dû le faire. Aucun n'a été viré, d'ailleurs. Non. Ils vont être diplômés à la fin de l'année, pas de problème. Et donc, il y a beaucoup de harcèlement en ligne et par téléphone aussi autour des BSS. C'est encore une invention de Sciences Po. C'est quoi, violence, vous ne savez même pas, vous n'êtes pas vraiment au courant. C'est les violences sexistes et sexuelles. Déjà, c'est une catastrophe, ce concept. Les VSS. VSS. Sexistes et sexuelles. Non, il faut se mettre à la page, M. Berkoff. Oui, c'est vrai. En tout cas, il règne une justice vigilante. Et c'est pas moi qui dis, c'est encore mes collègues qui le disent, qui condamnent sur aucune base des étudiants qui ne leur plaisent pas et qui les traitent de violeurs, etc., etc. Ça continue. Et ils disent aussi, problème troisième, liberté de parole. Elle n'existe plus. Dans les cours, il n'y a que les extrémistes qui parlent, et les autres n'osent pas piper un mot. Donc, il y a une autocensure. Là, tout ça, c'est des citations, des comptes rendus de séances des professeurs. Pédagogiques de mes collègues. Et qui diagnostiquent une autocensure auprès des enseignants et auprès des étudiants, qui rend tout débat impossible. Et ça, 1 an après. C'est-à-dire, pendant 1 an, on n'a rien fait. Et cette impunité qu'on a instaurée vis-à-vis d'étudiants qui méritaient l'exclusion minimum de l'IEP, encourage les étudions au pouvoir actuellement de continuer le sale travail, parce que, pourquoi pas puisqu'on ne nous a pas punis, il n'y a pas eu de sanction, donc il n'y a pas de problème, allons-y. Alors, ça c'est une chose, ça c'est l'ambiance. Et au milieu de cette ambiance délétère, où on dit non, toutes les attaques nauséabondes des médias contre l'IEP ne sont pas justifiées, qu'est-ce qu'on fait pour sortir, pour se racheter une bonne réputation? On organise au mois de janvier une semaine pour l'égalité. Comme l'année dernière, c'était au départ d'une semaine pour l'égalité que le tout a commencé. On organise une cette année qui est bien pire que celle de l'année dernière. C'est une semaine de propagande woke pure. Avec des intervenants, tous du même bord. Bon, il y a les thèmes qu'on connaît, le genre, féminisme, les expériences du racisme, je vais y revenir, la jeunesse sacrifiée, la précarité des étudiants, etc. Juste un exemple, la journée autour des racismes, qui on invite des jeunes femmes représentantes une association des musulmans, des étudiants musulmans de France. C'est une association que vous connaissez sans doute, proche des frères musulmans. Je n'ai pas été là parce que je n'ai pas eu le droit, étant suspendu, mais bon, je suis sûr qu'elles étaient bien voilées. Il n'y avait pas d'autres personnes, vous dites qu'il n'y avait qu'elles? Il y avait des modérateurs, etc. Mais bon, certains je les connais, d'autres j'ai fait des recherches sur Internet pour voir ce qu'elles publient, que des femmes d'ailleurs. Et bon, tous du même bord, woke. Et ça, encore, pourquoi on n'organiserait pas une semaine comme ça? Mais le pire, on a rendu la participation à cette semaine
pour l'égalité obligatoire pour tous les étudiants de 3e année. Vous vous rendez compte ? Obligatoire. Obligatoire pour valider les points nécessaires pour valider l'année. Et vous aviez un passeport pour l'égalité où vous pouviez faire tamponner d'avoir regardé ce film de propagande, d'écouter ces jeunes filles musulmanes de France qui, bien sûr, ont dû parler de islamophobie d'État, etc. Donc, on oblige. Bon, au mois de décembre, on m'a cité, mal cité, on parle d'un camp de rééducation. Ce qui n'est pas vrai. Le journal qui m'a cité m'a mal cité. Mais bon, aujourd'hui, je suis plus proche de dire ça. Je ne le dis pas parce qu'on me tombera dessus. Mais c'est de l'endoctrinement pur. Que vous organisiez des semaines de réflexion sur ce thème, féminisme, genre, pourquoi pas ouais. Mais laissez, mon Dieu, laissez aux étudiants le choix d'y aller ou de ne pas y aller. C'est obligatoire. Et là, c'est obligatoire pour valider l'année, quoi. Mais alors, expliquez-moi quand même. Là, oui. Dans un contexte où on sait que le débat n'est pas possible, où tout le monde a peur de piper, d'ouvrir sa bouche. Je voudrais revenir au pas de vague et la hiérarchie. Un moment, Klaus Kinzler, vous en parlez aussi beaucoup dans votre livre. Oui. Mais comment ça se fait que la hiérarchie, justement, ne corrige pas un peu le tir en disant d'accord, faisons, effectivement, il n'y a pas de raison que, même que ces femmes musulmanes interviennent et d'autres, mais pourquoi elles ne font pas d'autres, effectivement, pourquoi, je veux dire, il n'y a pas une pluralité, parce que ce qui est extraordinaire chez ces gens-là, ils prônent la diversité, mais attention, pas de diversité d'opinion. C'est toujours une espèce d'exclusivité. Comment vous expliquez cela ? Alors, c'est quoi ? En fait, c'est-à-dire l'IEP Grenoble, je veux dire, pour vous, est-ce que c'est une espèce de comment dirais-je, d'écosystème à part qui vogue dans le ciel des idées reçues, ou c'est simplement, voilà, on laisse faire parce que c'est comme ça ? Il y a deux problèmes. La hiérarchie et cette minorité agissante des enseignants-chercheurs, que je qualifie sans complexe d'extrémistes et de illibéral, qui n'aiment pas la tolérance, qui vont jusqu'à remettre en question tout notre système, nos valeurs, l'universalisme, la laïcité, la République, quoi. Y compris dans leur cours, ça je le sais. Ça, c'est un problème majeur. C'est ceux qui tirent... La hiérarchie et les enseignants-chercheurs marchent ensemble ? Cette minorité tire les ficelles à l'IEP, est majoritaire au conseil d'administration. D'accord. Et là, vous avez une directrice qui est nouvelle quand l'affaire commence et qui n'est idéologiquement absolument pas dans ce camp-là. Ouais. C'est pas une idéologue du tout. C'est une chercheuse très reconnue, mais qui ne peut rien faire en tant que directrice contre ceux qui tirent les ficelles dans le conseil d'administration, etc. Donc elle est de toute manière, elle a une marge de manœuvre extrêmement limitée. Pardon, pourquoi elle ne peut rien faire ? Juste, pourquoi ? Bon, elle aurait pu. Elle est directrice, elle peut exercer son autorité. On va dire qu'elle n'a pas osé affronter cela. Et donc, elle s'est rendue coupable, en fait. Au début, elle aurait dû vraiment avertir ses collègues de pacte qui m'ont publiquement diffamé par un communiqué avec le tampon du président de l'université, quand même, de harcèlement, seulement parce que j'ai contredit une collègue, quoi. C'était quand même fort de café. Ensuite, les étudiants ont demandé à ce que je sois puni pour mon islamophobie et pour mon extrémisme de droite, c'est-à-dire le début janvier 2021, et lui ont montré le post sur Facebook qu'ils ont publié où ils me traitent donc d'extrémiste de droite, d'islamophobe, au mois de janvier. C'était 2 mois avant les affiches qui ont déclenché le scandale national. 2 mois. Mars, donc c'était 8 semaines, 9 semaines après l'attentat de Paty. Oui. Et cette directrice, quand elle apprend qu'on me traite d'extrémiste de droite et de islamophobe surtout, elle ne fait rien. Elle m'informe même pas. Moi, je suis pas sur Facebook. Jusqu'à fin février, je n'en savais rien. Et c'était une semaine avant l'affichage, etc. On en reparle tout de suite après cette petite pause et on reste avec vous, Klaus Kinzler. C'est quand même important. Et vous pouvez poser toutes vos questions au 0826 300 300 jusqu'à 14h. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites.
Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Klaus Kinsler, maintenant que l'islamo-gauchisme ne vous a pas tué, vous en avez fait un livre. Enfin, on espère que ça ne se passera jamais, bien sûr, et il n'y a pas de raison. Mais quand même, oui, il y a peut-être des raisons, mais enfin, vous les combattez bien. Mais quand même, il y a quelque chose, encore une fois, nous parlions de cela, cette espèce de facilité à coller des étiquettes. Hein, on l'a vu avec vous, comme voilà, fasciste, islamophobe, etc., etc. C'est-à-dire, en fait, ce que vous décrivez, tout se passe comme si, là, ça s'est passé à Grenoble, mais encore une fois, je dis aux auditeurs de Sud Radio, ça peut se passer partout ailleurs, en tout cas à l'université ou peut-être dans d'autres endroits. C'est que si vous affirmez une opinion, même pas dissidente, mais qui veut montrer un certain nombre de choses qui sortent des pages à Schulte, vous êtes immédiatement frappé au sceau de l'infamie. Voilà, vous êtes ceci, vous êtes cela, etc. Donc, pour avancer un peu, il y a eu ce qu'il y a eu, vous le racontez dans votre livre, effectivement, cette bataille à l'issue duquel vous avez été suspendu. Aujourd'hui, vous n'avez toujours pas d'affectation ? Alors on parle. Je n'ai pas perdu, que je sache, mon poste. Je suis titulaire depuis 26 ans. On ne pourra pas me déloger, à mon avis. Le 15 avril, je me pointerai à la porte et je rentrerai dans l'IEP. Ah, vous y allez, le 15 avril, évidemment. vous y allez. Attendez, je ne laisserai pas les autres jubiler parce qu'ils m'auront annulé. Hein, non, j'y serai, à moins qu'un jugement d'un tribunal de la République, et non pas des réseaux sociaux, me condamne à une peine qui m'empêche de reprendre mon travail. Jugement, enfin, il y a un procès en... Il n'y a rien là. Non, ma directrice fait allusion à des fautes qui relèvent du pénal, ce qui est c'est un déni de droit, alors qu'il n'y a aucune plainte déposée contre moi. Hein. Donc, pour l'instant, non. Il y aura un conseil disciplinaire, sans doute, que j'attends avec impatience. C'est prévu pour quand ? Je ne sais pas. C'est comme le conseil des étudiants, personne n'a jamais rien dit, c'est dans l'opacité la plus grande. De toute manière, c'est pas possible que l'IEP l'organise, parce que s'il y a un dieu dans le monde où ça manque d'impartialité, c'est l'IEP. Donc ça va être délocalisé de toute manière. Hein. Et au-dessus, sortons de l'IEP, au-dessus de l'IEP, il y a quand même le ministère de l'Éducation nationale, il y a le ministère des Universités, etc. Qu'est-ce qui est là-dessus en haut ? Enfin, disons, montons dans la hiérarchie. Il y a eu des réactions à votre sujet ou rien ou quoi ? Qu'est-ce qu'on vous a dit ? Puisque c'est remonté l'affaire, puisqu'elle est devenue nationale. Oui, on peut dire que c'est Madame Vidal, déjà au mois avant l'affichage, la ministre, qui a déclenché un peu tout le buzz avec son avertissement par rapport à un islamo-gauchisme qui serait donc présent à l'université avec le lever de bouclier à l'université. Après est arrivée cette histoire de l'affichage, elle a dû être contente parce que c'était une confirmation qu'elle avait raison en quelque sorte. Et c'est elle qui a dit aussi, et j'étais très content, que c'est pas l'islamophobie qui tue, mais c'est c'est l'accusation de islamophobie qui tue, qui a tué Samuel Paty et qui m'a mis quand même tellement en danger que pendant 4 semaines, chaque pas que j'ai fait était accompagné de policiers armés. Donc elle a dit ça m'a fait plaisir. Après, déjà, quand les inspecteurs généraux ont sorti leur rapport extrêmement précis et précieux, elle a déjà dit, il y a des fautes de partout. Là, j'ai senti qu'elle n'avait plus envie de me défendre. Et là, au mois de décembre, quand elle a été interpellée au Parlement par une députée des Républicains, elle a dit, c'est pas la peine d'en parler, etc. On a assez parlé de ça, tout le monde retourne au travail, etc. Voilà. Pas de vague. Elle l'a interpellée sur votre affaire. Tout à fait, par une députée des Républicains. Dans le même jour, sur LCI, je pense, c'est M. Blanquer qui a dit le contraire. Qui a dit ma suspension a été une faute formelle. Il a dit ça à la télé. C'est une faute formelle de la part de la directrice et qu'il ne fallait pas quand même confondre les malfaiteurs et les victimes.
Hein. Donc, le seul en haut de notre État qui m'a vraiment défendu, c'est M. Blanquer, et je lui dis un grand merci. Hein. D'accord. Voilà. Et alors aujourd'hui, vous êtes vous ne travaillez pas en ce moment, vous ne donnez pas de cours, Vacances vous payées. pas. Vacances payées, oui. C'est l'université, heureusement, il y a les avantages. Ah non, mais ça coûte rien. Service public, ça coûte rien. Ah oui, bien sûr. C'est pas cher, c'est l'État qui paye. Rien ne porte à conséquence. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on fait n'importe quoi. Oui, tout va bien. Contribuable, et il payera. C'est ça. C'est pas cher, c'est l'État qui paye, comme disait François Hollande. En plus, les dettes, ça, bon, pas de problème non plus. N'en pas. Non. Mais pour revenir à l'essentiel, à l'enseignement, pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et je dis pas, je vous nomme pas ministre de l'Éducation nationale et vous mettre dans la peau. Qu'est-ce qui fait, comment peut-on rétablir dans les universités, on a vu le woke, on a vu la cancel culture, on a vu énormément de choses qui se passent et qui continuent de se passer, pour retrouver un vent de liberté, de tolérance et de vraie diversité. Et la diversité, c'est la diversité des opinions, et la liberté, c'est la liberté d'expression, et c'est l'égalité de chacun à pouvoir à sa liberté d'expression sans que cela ne le mette en danger de mort ou en danger d'être exclu. Comment retrouver ces valeurs, quand même, quelque part, Klaus Kinzler? Là, vous me posez une question quand même un peu vaste. Pour un petit prof allemand de province, je trouve que c'est un peu costaud. Je vois à mon petit niveau, dans mon microcosme, que nos valeurs, qu'il faut rétablir, ne valent plus rien. Nos étudiants qui arrivent sont déjà plus ou moins des anticapitalistes. Convaincus. Tous, pratiquement. Non, mais enfin, à la surface, quand même, il y en a qu'on peut sauver, quand même. Mais ils arrivent déjà convaincus que notre système est d'une injustice tellement grande que ça vaut rien, qu'il y a une discrimination d'État à tous les niveaux. Voilà. Donc, ils arrivent en disant... Ça vaut pas être défendu, c'est mauvais. Et je sais ça, je le cite dans mon livre, je fais des sondages avec mes étudiants, anonymes bien sûr, on en discute après. Ils rejettent nos valeurs, ils rejettent notre universalisme, ils rejettent la laïcité, parce que la laïcité, elle discrimine bien sûr les pauvres musulmans ou je sais pas quoi. Donc... il y a là, ils arrivent déjà à l'IEP, c'est-à-dire, à la limite, on n'a qu'à les confirmer dans ce qu'ils savent déjà, qu'ils ont appris peut-être déjà au lycée, ou j'en sais rien. Et nous, on donne à l'IEP une espèce de vernis scientifique à ces préjugés, cet illettrisme culturel avec lequel ils arrivent déjà, avec des préjugés insondables, et nous, on leur dit finalement, tout ça, c'est scientifiquement prouvé. En fait. On leur donne le label scientifique, vous voulez dire? Tout à fait. Tampon, c'est pas halal, mais c'est au moins, c'est bon. Voilà, je rigole. Voilà. Non, mais je comprends pas. En quoi, excusez-moi, moi je comprends pas. Là aussi, c'est dans une science. En quoi c'est une science? En quoi on dit science politique? Moi, excusez-moi, ça m'a toujours fait rigoler les sciences politiques. La politique n'est pas une science. La politique est tout sauf une science. Une science, c'est quand même quelque chose de très précis sur lequel on discute, sur lequel on prouve, où il y a c'est une spécificité française. C'est une spécificité des instituts d'études politiques. Si vous allez dans une université allemande ou ailleurs, aux États-Unis, Angleterre, c'est vraiment la science politique uniquement qu'on y fait. Ça sert, à mon avis, à pas grand-chose. Mais bon, c'est une source. Bon, parlons. Ici, les IEP, quand même, c'est là. On n'y enseigne pas que la science politique. Il y a des politistes, il y a des sociologues, il y a des historiens, il y a des économistes, il y a des juristes. Il y a des profs de langue, on enseigne à la culture générale, etc. Donc c'est quand même pluridisciplinaire et c'est des écoles pour former, entre guillemets, l'élite, quoi. Tout ça, ça n'existe pas ailleurs. C'est vraiment un truc archi-français. Archi-français. Intéressant de voir ce qu'ont devenir les élites de demain ou d'aujourd'hui, en tout cas. Là, dans la manière où on les prépare actuellement, ça fait très, 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 très peur. Vous me dites aussi, vous me posez la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Si je devais donner une réponse très générale, après on peut affiner, c'est que, en commençant par l'IEP de Grenoble, on rétablit ce qu'on a perdu, à savoir l'état de droit. Je pense que c'est un problème qui dépasse largement l'IEP, c'est un problème majeur de la France. La restauration
de la loi et du droit et de l'état de droit. Et du respect des lois et des droits par tout le monde et avec des sanctions immédiates quand ce n'est pas le cas. Moi, je ne suis pas du tout le partisan d'un État policier, etc. Moi, je suis un démocrate jusqu'au bout des ongles. Et vous avez une démocratie où l'État de droit ne fonctionne pas, vous pouvez jeter à la poubelle. Hein, ça s'appelle une démocratie faillible et en faillite. Et on sait très bien ce que ça donne. Elle n'existe pas longtemps. Et à l'IEP, on a aboli l'État de droit. Hein, depuis 15 ans, on laisse les étudiants bloquer l'IEP quand bon leur semble. Hein, une fois, on l'a laissé bloquer pendant 6 semaines. C'est encore dans les annales des étudiants, l'héroïsme, etc. Bon, je les ai un peu à Moscou, protester un peu, faire des actes héroïsme. Je pense qu'ils sont moins chauds. Mais bon, peu importe. L'acte héroïque, c'est de ameuter 20 étudiants extrémistes, de mettre 3 poubelles devant l'entrée de l'IEP, de dire nous sommes en lutte, vous mettez 3 ballons d'air devant l'entrée, vous chantez des chants délirants et l'IEP est fermée. Et que fait la direction? Bon, elle prie, à mon avis, elle prie, je ne sais pas si elle est chrétienne, la direction actuellement, mais elle prie que ça passe. Mais bien sûr, on ne fait rien. Oui, bien sûr. Et ça, bon, et cet état, dès que quelque chose est qualifié de être en lutte, ça abolit toutes les lois. Et c'est accepté en France, mais aussi. Et si déjà, et bien sûr, ça encourage les étudiants à aller de plus en plus loin. Et c'est pour ça qu'ils ont fini par diffamer les profs, faire du cyberharcèlement, etc. Quand on laisse faire, on sait ce que ça donne. Mais vous savez, on a les Che Guevara qu'on peut. Hein. Et les 3 poubelles, c'est vraiment pas ça du tout. Non, mais c'est exactement ça. Oui, non, mais on est d'accord. C'est pathétique, en fait. Et nous, on capitule devant 3 poubelles. Et j'ai honte. Hein. Et là, on parle de lâcheté aussi. Hein. Pourquoi personne pousse 3 ça revient à ça. On se retrouve après une petite pause avec les auditeurs de Sud Radio. Et vous l'aurez remarqué, ce n'est pas le franc-parler qui manque à Klaus Kinzler, donc vous nous appelez au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je rappelle que votre livre « L'islamo-gauchisme ne m'a pas tué » sort demain aux éditions du Rocher. Nous sommes avec nos auditeurs, avec Yann qui nous appelle de l'Hérault. Bonjour Yann. Oui, bonjour Yann. Bonjour messieurs. Bonjour. Je voulais vous contacter pour vous exposer 2 points. Le premier, c'est l'histoire de l'université d'Evergreen aux États-Unis qui a fini en catastrophe monumentale. Ouais. Et en fait, l'IEP Grenoble, enfin l'histoire de l'IEP Grenoble et de ce monsieur m'a fait beaucoup penser à ça. Et quand il a dit qu'il avait vraiment peur de ce que ça devenait, il avait pas avoir peur parce que ça peut partir très loin. Des proches ont été menacés de mort, etc., etc. Donc voilà, je veux juste faire un peu ce lien entre les deux parce que je comprends. C'était il y a un certain moment déjà cette histoire, et en fait ça arrive en France et je trouve ça. Il faut être très vigilant là-dessus, on est bien d'accord. Voilà, c'est ça. Oui. Il peut y avoir de grosses dérives complètement inattendues. C'est clair. Donc voilà. Et mon deuxième point, c'était un peu sur la cancel culture entre guillemets. Oui. Notamment avec Nadia Mourad, je crois, qui est une yézidi, qui a eu une histoire et qui a écrit un livre pour que je sois la dernière. C'est un livre très intéressant. Oui. Et qui est prix Nobel de la paix et qui a été cancel au Canada pour ne pas froisser les gens de la culture et de la religion musulmane, alors qu'il a vécu un enfer sans nom. Enfin bref, voilà, je voulais juste vous partager ça un petit peu et puis peut-être réfléchir un peu là-dessus et donner aux gens un peu une idée de ce que ça pourrait devenir. Voilà. D'accord, merci Yann. Augustin. Et nous sommes maintenant avec Marion qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Marion. Bonjour Marion. Oui, bonjour. Allô. Allô. Marion. Oui, bonjour. Marion, c'est ça? Oui, Marion. Oui, Marion, bonjour. très bien. D'accord. Oui, bonjour. Allez-y Marion, on vous écoute. Je vous remercie pour votre émission déjà, Monsieur Berkov. Merci. Et je voulais réagir à l'intervention de Monsieur Dumas
On Oui. peut dire que il a été droit dans ses pompes, dans ses déclarations et son témoignage. C'est quand même le témoignage d'un ancien ministre des Affaires étrangères, Ouais. et qui dit bien que depuis des années, l'OTAN ne respecte pas les accords qu'elle avait passés avec la Russie, et que cette guerre est finalement le résultat d'une politique étrangère qui dure depuis 2 décennies. Exact. Ouais. Et c'est quelque chose que on ne dit pas assez, je trouve, dans les médias, à part dans votre émission. Oui, c'est pour ça que mais c'est pour ça que je voulais quand j'ai vu l'article de Bild et de Spiegel et compagnie, et d'ailleurs Pascal Boniface en avait parlé il y a quelques années. Il faut rappeler, d'ailleurs hier nous avions Yves Pozzo-di-Borgo et Slobodan Despot qui rappelaient effectivement on ne peut pas parler d'une guerre, on ne peut pas parler de ce qui se passe aujourd'hui sans rappeler ce qui s'est passé il y a des décennies, vous voyez. C'est clair. Oui, tout à fait. C'est un retour à la guerre froide que nous avons connue. Enfin, peut-être pas les jeunes générations. Je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais c'est un retour à cette situation qu'on avait connue il y a quelques décennies, tout à fait. On croit toujours qu'on est en dehors de l'histoire, on croit que l'histoire n'existe plus, on croit qu'on est... Or, l'histoire, elle est tragique, on le sait. Et quand Raymond Aron disait de Giscard qu'il ne sait pas que l'histoire est tragique, qu'il a oublié, ben voilà, malheureusement, on aimerait bien qu'on vise sur un lit de fleurs. Tout à fait, oui, effectivement. Merci Marian, merci à vous. De rien, je vous remercie M. Barkov de m'avoir invité à votre émission. Mais je vous en prie. Augustin. Et nous sommes maintenant avec Florence qui nous appelle de Guétari. Bonjour Florence. Oui, bonjour Florence. Attendez, on va passer maintenant à Emmanuel puisque visiblement ça a coupé. Emmanuel qui nous appelle de Béthune. Bonjour Emmanuel. Oui, bonjour. Oui, bonjour M. Barkov, bonjour à l'autorité. Je vous appelais juste, voilà, j'ai été informé, donc en écoutant votre émission, ça m'a rappelé une récente histoire que j'ai entendue de très proches que je connais, Oui. à l'école Fédère notamment de Lille, Oui. où une directrice serait prête à mettre dehors des élèves actuellement sous prétexte de homophobie, islamophobie et puis nazisme, des chants nazis, etc. Ouais. Et donc, bon là, je fais un pas de côté parce que à l'IUP de Grenoble, ça a été certainement plus grave. Mais je pensais justement donc à des gens qui sont directeurs, directrices et qui ont appelé d'ailleurs des proches, voire parents, en les fustigeant, en accusant sans preuve, Mais... et en pouvant mettre dehors des jeunes qui, à mon sens, enfin aux dernières nouvelles, n'y sont pas pour grand chose. Je comprends ce que dit Marie. J'ai l'impression qu'on tombe un petit peu dans les travers de la haute culture, la cancel culture, où là c'est des accusations assez graves, hein, et puis avec des sanctions à la clé, sans preuve, en étant directeur ou directrice d'une école comme ça. Je pense que il y a réflexion, il devrait y avoir les réflexions un petit peu plus larges avant de prendre des décisions pareilles. Alors justement, Klaus Kinsler, cette espèce, vous voyez, l'IEP de Grenoble, encore une fois, les planètes Mars dérivant dans la galaxie, il y a, on le sait d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'articles et de livres sur des collèges, des lycées, etc. Comment vous expliquez, vous, alors, pour revenir à l'IEP de Grenoble, je ne vous demande pas d'en sortir, comment vous expliquez l'extraordinaire incendie sur la plaine de la Cancer et de la Wok? Ça a pris comme un feu de forêt. C'est-à-dire, comment vous expliquez que ça a pris autant? Je ne dis pas que ça triomphe, je ne dis pas que ça concerne la majorité des Français, mais enfin, dans les universités, dans certaines écoles ou collèges, etc., ou lycées, ça a vraiment pris. Comment vous l'expliquez, vous? Ça me fait en partie rire et en même temps ça me rend perplexe. Parce que quand vous lisez des articles ou des livres qui défendent ces théories, vous êtes atterré par la nullité intellectuelle. Vous vous dites, c'est pas possible que ça prenne. C'est 5e sous-sol.
Hein, des gens vous écrivent que la Shoah, ça peut pas être des scientifiques bien sûr. La Shoah, ça peut pas être un acte raciste parce que c'est entre des blancs, vous voyez. Et tout ça, c'est scientifique bien sûr. Et que le sexe aussi, c'est juste une idée quoi. Hein. Et quand vous biologie, ça n'existe pas. Quand vous dites que les filles, les jeunes filles sont un peu différentes des garçons, c'est un acte sexiste, etc. Quand vous dites ça, vous lisez des choses comme ça. Ça vous heurte, disons, ça heurte votre esprit, votre raison, à tel point que vous vous dites, c'est pas possible. Attendez, c'est pour un hôpital psychiatrique tout ça, ou pour le jardin d'enfants. C'est pour un show de comédiens quoi. Hein. De télé-réalité. De toute manière, non, mais l'IEP à certains moments, c'est une grosse blague en fait. C'est une comédie et vous en croyez pas vos oreilles en fait. En même temps, ces gens se prennent extrêmement au sérieux. Et dès que vous dites que c'est peut-être pas très convaincant, vous dites ils vous insultent, c'est la science. Et en plus, ils nous insultent pas seulement parce que c'est la science, mais parce que vous les avez harcelés. Hein, donc ils vous diffament, ils vous attaquent. Non, c'est vous qui les persécutez en niant leur histoire. C'est pas seulement les jeunes, comme disait Caroline Forest, qui sont une génération offensée, c'est aussi ces chercheurs là vous contredisez, vous vous dites bon c'est peut-être pas très convaincant, non là c'est vraiment on insulte, etc. Donc tout ça c'est des gens extrêmement agressifs d'un côté et extrêmement susceptibles. Hein. À mon avis c'est un cas pour la psychiatrie. Hein. Ils doivent consulter ces gens-là. Hein. Seulement, comme ils sont dans un domaine universitaire où, comme je l'ai dit la troisième fois maintenant, rien ne porte à conséquence, ils peuvent s'adonner à ce jeu. C'est ça qui est intéressant dans ce que vous dites, juste un mot, rien ne porte à conséquence. Oui. Si on est dans une société à irresponsabilité illimitée, une société sans sanction, ça donne ça. Vous pouvez dire des choses qui heurtent l'esprit à un point où, disons, jamais de ma vie, en fait, en 63 ans presque, j'ai entendu je le dis vraiment grossièrement, des conneries comme je les entends depuis un an et demi, 2 ans. Jamais, jamais, jamais. Et je pense que le niveau intellectuel des socialistes et communistes dans les années 70, ou même avant, les théoriciens, on pouvait faire des études marxisme-léninisme en RDA, à Moscou, etc. Ça volait plus haut, je suis désolé. Hein. Je n'étais pas pour, moi. J'ai toujours été un anticommuniste, mais ça volait largement plus haut. Là, ça vole, disons, au ras des pâquerettes. Et c'est peut-être mon seul espoir. Les gens vont finir par comprendre que c'est une grosse supercherie, c'est vraiment un attrape-nigo, et ils vont se ridiculiser à un moment donné, ça va passer. Mais bon, si vous voyez ce qui se passe aux États-Unis, où ça a infecté les multinationales, ça a infecté la presse, etc. Les entreprises, etc. En France, on est quand même encore, si vous comparez avec les USA, on est encore un peu, quand même, on n'en est pas là. Et moi, je contribue depuis 1 an, avec mon petit rôle, ma petite participation à combattre ça pour qu'en France, on n'en arrive pas là. Hein. On a encore une chance d'y échapper, et la faiblesse intellectuelle nous aidera peut-être. Eh bien écoutez, espérons-le. Et il vous reste quelques minutes pour nous appeler au 0826 300 300 et poser vos questions à Klaus Kinzler. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous allons maintenant à Avignon avec Olivier qui nous appelle. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Monsieur Berkov, merci pour votre liberté de ton et à votre invité pour sa clairvoyance. J'ai l'impression que c'est l'émission du bon sens cet après-midi, ça fait plaisir à entendre. Merci. Donc je voulais seulement rebondir sur le fait qu'à mon sens la cancel culture est ancrée chez nous depuis bien longtemps. Simplement on ne l'appelait pas comme ça. Et je vous donne un exemple tout bête, ça va rebondir sur les propos des 3 poubelles pour bloquer un IEP. Je me souviens d'une réforme de Vaquet, à l'époque j'avais 14 ou 15 ans au lycée Frédéric Mistral. Oui. Et Mistral était bloqué, ce collège et
lycée, qui sont d'un grand établissement, étaient bloqués par 8% des gamins de 12 à 16 ans, et étaient encouragés par des profs d'histoire géo, dont je tairai le nom par respect pour sa mémoire, mais qui faisaient 3 semaines de cours sur l'URSS, qui était un pays merveilleux, et une semaine sur les États-Unis, qui était le tyran de la planète. Donc vous voyez, ça existe depuis longtemps, cet absurdistan. Et clairement, c'est indispensable que des gens comme vous puissiez tout simplement remettre un petit peu les idées à l'endroit, quoi. Parce que là, on vit dans un monde de fous aujourd'hui. Hein. On a l'impression qu'on a inversé toutes les notions de valeur que nous ont inculquées nos grands-parents et nos parents, et ça nous fait mal pour nous et puis pour notre pays. Et par contre, moi, je suis assez pessimiste parce que je pense qu'on a quand même une destruction de l'enseignement en France depuis des années qui tire les enfants vers le bas. Et donc, sans parler évidemment de l'intervention des écrans télévisés, il faudrait en discuter avec les pédopsychiatres et les orthophonistes. Elle vous serait d'un grand secours pour vous rendre compte que aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui sont en grande difficulté sur des choses simples comme l'apprentissage de la lecture, de l'écriture. Moi, je suis kiné, donc je vois ça un peu différemment, mais toujours est-il, c'est un constat qu'on fait tous. Tout à fait. Et c'est très inquiétant parce que ces enfants vont être l'avenir de demain de notre pays, et s'ils sont biberonnés avec les idéologies du wokisme, de la cancel culture, sans avoir l'esprit critique des Lumières et sans avoir l'esprit critique qu'on nous enseignait à travers Victor Hugo ou je ne sais quel autre grand auteur, on peut se faire du souci. Voilà. Mais je veux vous dire exactement, et quand vous parlez des orthophonistes, on en a reçu dans l'émission, Olivier, et je peux vous dire déjà le port du masque, c'est terrifiant comme conséquence. C'est une aberration, Absolument. Je ne sais pas comment on a pu en arriver là. Oui, absolument. Mais justement, Klaus Kinzler, vous voyez, regardez, Olivier nous parlait il y a des années, du temps de Vaquet, ça date, c'est pas hier. Eh bien, voilà, et déjà, c'était 10 élèves pouvaient bloquer un lycée sans aucun problème. C'est-à-dire qu'au fond, c'est vrai, avant même le woke et la cancel culture et compagnie, il y avait déjà cette espèce de doxa le camp du bien, le politiquement correct, tout ça, si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous êtes un salaud, etc., etc. Alors, ce que je ne peux pas dire des choses sur la France entière, mais ce que j'observe dans l'IEP, que je connais depuis 26 ans, c'est que, bien sûr, ces blocages existaient. Et c'était pénible, mais après, ça s'est arrêté. Ce qui est nouveau, c'est que certains enseignants, chercheurs, les défendent maintenant ouvertement. Ça, je ne l'avais pas observé dans l'IEP avant. Là, dans les amphis où il y a les AG, etc., ils prennent la parole, défendent à fond le blocage, et ils vont beaucoup, ce qui est beaucoup plus grave, ils disent, le dernier blocage, c'est à propos de la réforme des retraites. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais ces profs qui soutiennent le blocage dénient toute légitimité au gouvernement légitimement élu de mener une quelconque réforme sur les retraites en public. Sous quel prétexte ? Parce que notre système présidentiel, premier tour, Macron n'avait que, 23-24%. Deuxième, on n'a pas voté pour Macron, mais contre Le Pen. Donc finalement, aucune légitimité. Donc, par loi de logique, scientifiquement, on prouve par A plus B que ce blocage de Playmobil à l'IEP est plus légitime que le gouvernement élu par des millions et des millions de Français selon les règles de la Constitution. Et on en est là. Et ça, c'est nouveau. Un dernier élément s'ajoute aussi les moyens des gens qui veulent lutter efficacement se sont considérablement accrus par les réseaux sociaux. Parce que vous pouvez diffamer facilement des gens, les rendre impossibles, ce qui était il y a 20 ans, 25 ans, c'était pas possible. Donc ils ont des armes supplémentaires. Intéressant, juste un mot quand même sur les réseaux sociaux, Klaus Kinzler, je ne sais pas si je suis d'accord avec vous. Les rendre impossibles, attendez, pourquoi céderait-on même à un torrent d'insultes parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux? Je veux dire par là que c'est toujours pareil, mais rappelez-vous, enfin, évidemment, il y a la capillarité, évidemment la technologie permet de les résoudre, mais enfin, le lynchage, qui soit médiatique ou a toujours existé. Je veux dire, est-ce qu'il ne faut pas former des âmes fortes, justement, pour dire, d'accord, j'entends sur les réseaux sociaux, mais primo, je peux les bloquer. Deuxièmement, je m'en fous. Mais je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure.
à l'IEP de Grenoble, et je ne parle que ça, l'état de droit n'existe pas. C'est-à-dire la directrice aurait pu demander immédiatement que les étudiants enlèvent les postes et s'ils ne le faisaient pas, les mettre devant conseil de discipline, mettre dehors. Absolument. Elle ne l'a pas fait. Il fallait aussi signaler au procureur. Elle ne l'a pas fait. C'est-à-dire, vous voyez, on a les moyens, mais on ne les utilise pas. L'état de droit, on le sacrifie. Et on n'a pas les... Bon, je ne vais pas être aussi... Autrefois, on aurait dit, on n'a pas les couilles de faire ce qui est nécessaire. Et après, il y a les larmes de crocodile. Oh ouais, la réputation de l'IEP, etc. Et bon, on cherche un coupable. Bon, en l'occurrence, c'est moi. Mais parce qu'on n'a pas... En allemand, on dit la colonne vertébrale. On n'a pas tout simplement le minimum requis. Et c'est plus facile de faire un bouc émissaire de Klaus Kinzler. C'est pas seulement moi d'ailleurs, c'est les attaques nauséabondes des médias nationaux qui sont tout aussi responsables. Donc nous deux, on partage les torts dans cette histoire. Et nous sommes maintenant avec Florence qui nous appelle de Guattari. On a retrouvé Florence, bonjour. Oui, bonjour Florence. Bonjour. Bonjour, Sud Radio, ça fait longtemps. Bonjour Monsieur Berkoff. Bonjour. Et un soutien total au professeur. Oui. Donc moi j'ai deux questions. Une question pour vous Monsieur Berkoff et une question pour le professeur. Allez-y. Avant toute chose, je voudrais faire un parallèle entre... Attendez, je vais enlever le... Oui, enlevez le haut-parleur, là. Un parallèle, donc, avec le Covid-19 et l'histoire, la guerre avec la Russie, c'est-à-dire qu'on nous prend encore pour des jambons. Il y a de gros mensonges derrière. Hein, vous êtes très méchante envers le jambon. Avarié, le jambon avarié. On est d'accord. Oui, continuez. Quand M. Poutine a fait son discours en disant qu'il en fait, il est contre les menteurs occidentaux et l'État profond, donc ça c'est une chose. Voilà, donc je vais envoyer un lien là. Je vais vous envoyer un lien d'une vidéo de Monsieur Zelensky qui danse avec des talons dans sa jeunesse. Qui a fait un peu. Monsieur Zelensky a fait beaucoup de choses quand il était showman et showbiz. Non, mais ça c'est quand même étroitement nauséabond quand même quand on voit ce que font. Non, moi la seule chose, je le dis et je prends tout à fait, j'assume mes positions, c'est que moi je suis pas du tout contre les invasions et celle-là en particulier. Je ne suis pas du tout, pour les invasions, lapsus et celle-là en particulier. Mais je rappelle que le Donbass a été bombardé pendant 15 ans et que personne ne disait rien par le pouvoir ukrainien. Donc, tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Hein. D'accord. Ah non, moi je suis pro-Poutine. Bon, bref. Alors la question. Donc j'ai une question pour Monsieur ce charmant professeur que j'envoie toutes mes bonnes énergies de lutte. Donc face à la lâcheté, il faut dire les mots tels qu'ils sont, face à la lâcheté de ce gouvernement européiste et mondialiste, est-ce qu'il pourrait faire monter une association, parce qu'il y a beaucoup de gens dans son cas, et c'est vraiment une catastrophe. Et après, pour vous, Monsieur Berkoff, la question est comment les médias, peut-être pas comme vous, qui reçoivent 443 millions par Monsieur Macron. C'est pas notre cas, cher. Voilà, mais justement, le problème, il est là, c'est que tout est acheté, tout est verrouillé par cette propagande, doctrine gouvernementale. Donc, que les gens sachent parce que le problème, c'est que les Français sont très bêtes, excusez-moi, on n'est que 20% à être éveillés, donc ils ne savent pas tout ça. Alors, juste un mot, je vais donner merci, d'ailleurs, j'ai la chance d'habiter en Guattari, mais je vais vous donner la parole à Klaus Kinzler, parce qu'on arrive, hélas, en fin d'émission. Effectivement, elle vous a posé une très bonne question, là. Est-ce que vous voulez d'abord faire une association, vous n'êtes pas le seul, ou participer à la reconstruction de l'IEP, très rapidement, Klaus Kinzler? Je pense que reconstruire l'IEP est déjà une tâche assez intéressante et qui est pressante et où je peux vraiment, à mon avis, jouer un rôle important. Donc, je vais rien... Et je dis peut-être, et je contredis la jeune femme qui a parlé à l'instant. Je suis quelqu'un ni de droite ni de gauche. Je ne suis pas contre pour le gouvernement pour. Je suis quelqu'un, tout simplement, qui défend les valeurs de notre République. Je suis un patriote. Je suis un universaliste, un laïc. Je suis quelqu'un qui défend la nation française. En tant qu'immigré,
assimilé. Hein. Donc, je veux pas du tout me faire embarquer dans des luttes, non, mais etc. je pense pas qu'elle le pensait, il n'y a pas de problème. Non. En tout cas, là, je veux clarifier un peu les choses. Ouais. Voilà. Et donc, ce que vous dites, effectivement, vous allez participer à la reconstruction, on va vous suivre, on fera d'autres émissions avec vous, mais je dis que tous les professeurs et les gens qui ont ce même problème, contactez-nous, c'est très important. Nous, on est là pour ça. Et aux dernières nouvelles, vous serez réintégré à l'IEP de Grenoble le 15 avril. Vous allez publier L'islamo-gauchisme ne m'a pas tué, puisqu'il sort demain en librairie. Et dans un instant, Brigitte Lahaie sur le sujet « Comment aimer sans avoir peur d'être quitté ».